Javier Milei, il faut passer à la broyeuse l'ensemble des normes, ça ne fonctionne pas parce que les normes, c'est ce qui protège la santé, c'est ce qui protège l'environnement. Oui, ce qu'il faut faire, c'est se demander à chaque fois à quoi elle sert. Et quand il n'y a pas d'utilité à cette norme, évidemment qu'on nous on est prêts. On n'est pas des fanatiques de la norme. Et on n'est surtout pas des fanatiques d'un système où il y a 17 interlocuteurs simplement pour un projet et où l'information ne circule pas. Et donc oui, il faut un guichet unique et il faut la circulation de l'information, qu'on ne demande pas 27 fois la même chose à notre interlocuteur. Par contre, Monsieur Attal, je suis désolé, mais je m'attendais à votre culot sur l'économie, avec 1000 milliards de dettes en bilan, de nous faire des leçons d'économie, mais alors recevoir de vous des leçons d'écologie, après l'été qu'on vient de passer, après 10 ans perdus sur la révolution écologique et la transformation écologique, je veux dire, il y a une limite à l'arrogance. En réalité, cet été, on a vu l'impréparation totale des 10 dernières années face au réchauffement climatique. Ce à quoi on a assisté, c'est à des pompiers qui sont intoxiqués par les fumées parce qu'il manque de cagoules à 80 €. Ce à quoi on a assisté au mois de juin, c'est à nos enfants qui cuisent dans leur salle de classe parce qu'il n'y a pas eu la rénovation thermique des bâtiments, parce qu'il n'y a pas eu la rénovation thermique des écoles. Et ce à quoi on a assisté cet été, ce printemps, c'est à la réédition d'une crise énergétique qui avait déjà eu lieu en 2021-2022. En 2021-2022, il y a le choc gazier. Qu'est-ce que fait le gouvernement ? 70 milliards de subventions aux énergies fossiles. Et quand nous demandons des investissements dans l'électrification, des investissements dans un leasing social qui soit largement plus développé que ce que vous avez commencé à faire avant de revenir dessus, eh bien, fin de non-recevoir. Donc on dépense 70 milliards d'euros dans le renforcement de notre addiction aux fossiles, mais on n'est pas capable de mettre 8 milliards d'euros pour que les classes populaires et les classes moyennes ne dépendent plus des guerres de Poutine, de Trump, de Netanyahou quand elles vont faire leur plein pour aller travailler. La vérité, c'est qu'on a perdu 10 ans sur l'écologie et que nous ne perdrons pas une seconde de plus. Et donc moi, je serai, si je suis élu, le président de la révolution écologique. Et ça commencera dès le premier jour, parce qu'en fait, précisément parce que nous n'avons pas assez d'argent aujourd'hui, nous avons besoin d'investir dans l'écologie. Ce qui nous coûte extrêmement cher, c'est à chaque crise l'impréparation. Et ces crises, qu'elles soient énergétiques ou que ce soit la canicule, la sécheresse, les incendies, ces crises, elles vont se multiplier. La seule manière d'être économe aujourd'hui, c'est d'investir dans la transition écologique massivement, parce que ça nous permettra de sauver de l'argent ensuite et qu'on en a marre de cet état impréparé qui vient juste éteindre les feux une fois qu'ils sont déclarés, et ça coûte infiniment plus cher. Donc ce qu'on dépense maintenant pour l'écologie, eh bien on ne le dépensera pas plus tard, et au contraire ça nous permettra enfin de pouvoir faire face et de préparer un avenir vivable à nos enfants. Merci. On avance sur le thème suivant. Pour résumer les idées des entrepreneurs, là je vais vous parler de fiscalité des entreprises. Ils nous disent à l'approche du budget 2027 qu'ils redoutent des hausses d'impôts, ils demandent des baisses d'impôts et ils demandent d'arrêter de changer les règles tous les 15 jours. Ce que dit la consultation du MEDEF auprès, je le rappelle, de 66 000 dirigeants, c'est que 83% d'entre eux jugent prioritaire de réduire la fiscalité et les charges des entreprises. Merci de vous être relevé, puisque en effet vous êtes le suivant à prendre la parole. Joris Brajon, merci beaucoup d'être avec nous. Ça marche plutôt bien pour vous, hein, votre entreprise, d'une phase forte de croissance, doublement des effectifs, mais la fiscalité, c'est ce que vous nous avez raconté, est potentiellement un frein. Expliquez-nous, racontez-nous. Alors bonjour à tous, merci déjà pour l'invitation. Donc moi aujourd'hui je dirige une entreprise de logistique et transport qui est basée sur le sud Île-de-France, donc entre la Seine-et-Marne et l'Essonne. Aujourd'hui on compte près de 90 collaborateurs, un peu plus de 130 000 mètres carrés de surface logistique. Nous accompagnons des clients dans tout type d'activités, ça passe de l'édition, ça passe à l'alimentaire, aux pharmaceutiques et cosmétiques, à l'industrie aussi, l'industrie du verre, de l'environnement, du plastique et bien d'autres. Aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé Amélie, donc oui, sur les 5 dernières années, on a doublé nos effectifs, on a doublé les capacités, on a triplé le chiffre d'affaires. Sauf que la problématique aujourd'hui, c'est qu'à chaque nouvel appel d'offres, à chaque nouveau projet, je dois arbitrer entre
réinvestir, recruter, rembourser la dette, reprendre de nouvelles surfaces logistiques pour pouvoir accompagner le besoin des clients. Sauf qu'aujourd'hui, on est quand même contraint avec ce niveau de fiscalité qui est très très important pour des structures comme la nôtre. Et comme l'attestent les 83% que vous venez de rappeler, et même 86% des dirigeants dans le secteur du transport et de la logistique qui me concerne particulièrement. La liste est longue aujourd'hui de toutes les taxes, de tous les impôts qu'on peut avoir. On en a plus une dizaine qui représentent aujourd'hui un peu plus de 15% de mon chiffre d'affaires, qui représentent 15% du chiffre d'affaires. Et c'est le 3e poste de charge aujourd'hui dans notre compte d'exploitation. Donc aujourd'hui, j'ai une question simple et j'aimerais qu'on ait une vraie réponse sur le sujet. C'est comment vous pourriez vous engager à garantir un niveau de fiscalité raisonnable, juste raisonnable, qu'on puisse continuer à accompagner nos clients dans les nouveaux projets et à continuer à nous développer. Merci pour votre question. Merci beaucoup. Édouard Philippe. Alors, je dois juste rappeler qu'en termes de temps, on est en train d'exploser les compteurs. Voilà, je vais résumer la situation assez simplement. Le débat est passionnant, c'est pour ça qu'on s'est laissé le temps, je vous le promets. Par contre, là, on va devoir effectivement faire un tout petit peu attention pour que certains ne loupent pas leur train et qu'on rentre chez nous. Édouard Philippe. Je vais essayer d'être rapide. Je propose d'abord de supprimer 50 milliards d'impôts de production et de le financer par la suppression de 50 milliards d'aides aux entreprises. Pourquoi je choisis de supprimer? Ça fait facilement finançable. Je suppose de supprimer 50 milliards d'impôts de production parce que les impôts de production ont une caractéristique, c'est que bien souvent, ils sont assis soit sur la masse salariale, soit sur le chiffre d'affaires et que c'est une très mauvaise assiette. Très mauvaise assiette. Autant on peut comprendre lorsque l'on taxe l'entreprise sur ce qu'elle a gagné après avoir fonctionné, autant aller la taxer alors même qu'elle n'a pas encore gagné d'argent, soit sur sa masse salariale, soit sur son chiffre d'affaires qui ne dit pas grand-chose de son résultat, en tout cas qui ne dit pas toujours quelque chose sur son résultat, ça me paraît une bonne idée. Donc moins 50 milliards d'impôts de production, mais moins 50 milliards d'aides aux entreprises, parce que c'est bien de faire des promesses qu'on ne sait pas financer, ça au moins c'est simple. C'est le premier point. Le deuxième point, en matière de fiscalité, je propose de ne pas toucher un cheveu au pacte Dutreil. Pour une raison simple, les entreprises familiales ont un rôle particulier dans le capitalisme, Monsieur Mélenchon, français, et ce rôle est trop restreint. Il est plus fort en Allemagne, il est plus fort en Italie du Nord. Il faut donc préserver la transmission du capital familial, et pour cela, je dis, cessons de faire peser sur les détenteurs de ce capital familial. Attendez, je termine, j'en ai très rapide. Ensuite, je propose la fin de la surtaxe pour les grandes entreprises, parce que cet impôt provisoire doit cesser, et une fois qu'on a fait ça, on reste dans la politique de l'offre que j'ai indiquée. J'en termine, monsieur, pour vous dire que l'activité logistique est souvent dénigrée, elle est essentielle, et que si par extraordinaire, vous travaillez sur des importations, n'oubliez pas de passer par le port du Havre. Merci beaucoup. Édouard Philippe, et après Jean-Luc Mélenchon. Allez-y, je vous laisse la parole. Vous avez été cité, oui, c'est une bonne idée. Allons-y. J'ai connu une période, ça existait, où on taxait différemment la part du profit qui était réinvesti dans l'entreprise et celle qui était distribuée en dividendes. Eh bien, je propose qu'on en revienne à ça, parce que le vrai conflit de notre moment, c'est entre l'investissement productif et l'investissement financier, c'est-à-dire entre le capital spéculatif et le capital productif. Moi, je remettrai en place cette différence. Deuxièmement, tout le monde paye. Il n'y a pas de raison que les très grandes entreprises, aujourd'hui le taux moyen, je me marre quand j'entends des déclarations sur les taux confiscatoires, c'est 25% la loi. La vérité, la période dont je vous ai parlé, c'était 50% sur la partie qui partait en dividendes et 42% sur celle qui partait dans le réinvestissement. Alors franchement, la part qui est prise sur l'impôt a baissé sans cesse. Et il faut arrêter d'imputer à cela les difficultés que l'on rencontre, parce que ce n'est pas vrai, même s'il y a des dispositions à prendre sur la manière de faire. Je vais terminer, vous inquiétez pas. Pour une fois, je n'ai rien dit, je n'ai pas bougé. Qu'est-ce que vous me dites alors? J'arrête ou je continue? Ah non, continuez, vous avez encore une minute, profitez-en, allez-y. Donc j'ai dit tout le monde paye. Trouvez-vous normal que M. Mittal, que vous avez laissé acheter la sidérurgie française, alors que Arcelor devait être l'Airbus sidérurgique? L'Assemblée nationale a voté sa nationalisation. Est-ce que vous allez m'aider à faire passer ça du Sénat, Monsieur Retailleau, à nouveau à l'Assemblée nationale, pour qu'on puisse, parce qu'on a besoin d'acier, pas d'acier,
pas de réindustrialisation dans ce pays. Monsieur Mittal s'en ira à la première occasion si nous ne confisquons pas à temps cet outil. Nous en avons besoin pour faire de la géothermie. Combien paye d'impôts, monsieur Mittal? 0. Pourtant, il a les aides des entreprises. Total, 0. Donc nous avons besoin que ceux qui peuvent payent. Et je vous garantis que s'ils payent et qu'on fait déborder le vase, je vous le rendrai. De même, pour la santé, si nous avons des politiques de prévention qui font baisser les dépenses de santé, je suis d'accord pour baisser les cotisations. Voilà comment nous pouvons être liés dans un pacte social honnête. C'est que quand tout le monde s'y met, à ce moment-là, le travailleur et le salariat y trouvent son compte. Merci, sinon, c'est un marché de dupes. Bruno Retailleau. La France. Vous avez beaucoup de temps, Bruno Retailleau. La France est ce beau pays où l'État se sert avant que l'entreprise n'ait gagné le moindre euro. 20% de la valeur ajoutée que vous produisez, justement, part comme ça, et c'est moitié plus qu'en Allemagne. Donc on a un vrai problème. C'est plus une politique fiscale, c'est une punition fiscale. 3 propositions que je mets sur la table. On a d'abord parlé des charges sociales. Je veux réduire de 40 milliards dès les premiers mois, et ce sera un engagement de les geler sur 5 ans pour assurer une stabilité. La stabilité de l'environnement fiscal et réglementaire, c'est fondamental. Donc 40 milliards en moins de cotisations sociales, d'impôts de production. Les impôts de production que je baisse sont la Z3S, la CVAE, la CFE pour la part outils de production et le forfait social. Le forfait social, j'y tiens beaucoup parce qu'aujourd'hui, hier, il était taxé à 0 lorsqu'il a été créé, aujourd'hui à 20%, et c'est la possibilité qu'une entreprise a, par l'intéressement, la participation, le plan d'épargne retraite par exemple, on en aura besoin pour la capitalisation, de finalement partager les fruits de la croissance. Je me méfie, moi, des aides. Le fameux rapport du Sénat, qui a été tout à l'heure pointé d'un sénateur communiste, les 210 milliards d'aides aux entreprises, mais c'est du flan. Et c'est du flan. Non, comme oui, Fabien Gay, le rapporteur, le président de la commission est LR, mais le rapporteur est communiste, c'est Fabien Gay, vous le connaissez. On mélange des serviettes et des torchons. Est-ce que les 80 milliards d'allègements de charges sont une aide aux entreprises? Est-ce que la TVA sur les médicaments, la TVA sur les produits de première nécessité, est-ce que ce sont là aussi des aides aux entreprises? Donc je me méfie d'une opération qui consisterait à dire je donne d'un côté, je reprends de l'autre. Parce que ça ne peut pas marcher comme ça. Mais les impôts de production, on les baisse. Donc, charges, impôts de production et enfin la transmission. Je ne touche pas au pacte Dutreil. Je viens d'un département où l'essentiel des entreprises, ce sont des entreprises familiales, mais j'ajoute à côté, sans doute pour des plus petites entreprises, pour des entreprises agricoles, un principe simple. C'est que lorsqu'il y a une transmission en ligne directe, tant qu'on ne vend pas, il n'y a pas d'impôt. Il y a un impôt différé qui n'est payé que lorsqu'on vend l'entreprise. Comme disent les Anglais, no cash, no tax. Et ça révolutionne la transmission de l'entreprise, notamment pour les plus petites. Allez-y, Marine Le Pen. Oui, bon, j'ai déjà évoqué nos propositions sur la fiscalité, mais baisser la C3S, la CVAE et la CFE, c'est pas suffisant, il faut les supprimer. Parce qu'en réalité, il faut un réalignement compétitif pour les entreprises françaises. Donc il faut purement et simplement supprimer ces 3 impôts. Il faut d'ailleurs peut-être réfléchir, c'est ce que nous faisons, à un IS progressif. Permettre aux très petites entreprises d'avoir un niveau qui soit un niveau très bas. Pour la transmission, il y a la moitié des entreprises dans les 10 ans qui vont devoir être transmises. Donc bien sûr, il faut conserver le pacte Dutreil, il faut le conditionner quand même à rester tout de même 10 ans à produire sur le territoire national. Parce que s'il s'agit de bénéficier de l'avantage fiscal et en réalité au bout de 2 ans, soit revendre l'entreprise, soit délocaliser, à ce moment-là, on perd l'avantage fiscal. Au moins, les choses sont extrêmement claires. L'impôt paperasse, ça va quand même être important parce que la simplification, elle a une conséquence, c'est que ça fait baisser quand même ce qu'on appelle l'impôt paperasse, qui n'est pas négligeable, notamment pour les petites entreprises, mais aussi pour les grosses. Il faut supprimer
Déjà, enfin, nous on le fera tout de suite, 130 impôts totalement improductifs ou qui rapportent tellement peu que tout ça, ça relève évidemment du travail de la Cour des comptes. Il y en a un certain nombre, mais là, nous, les 140, on les annule, soit on les annule purement et strictement, pour 58 d'entre eux, soit on les annule avec report pour 70 restants. Et puis, pardon, mais puisqu'on parle on a parlé tout à l'heure de productivité, on a parlé de machine-outil, on a parlé de robotisation, on a parlé de numérisation. Je pense que c'est extrêmement important d'accompagner les entreprises vers cela, parce qu'on a un vrai déficit aussi sur ce sujet par rapport à d'autres pays, notamment européens. Et nous mettrons en place un suramortissement pour l'ensemble de ces 3 domaines, parce que je pense que c'est ce qui peut permettre d'accélérer en réalité la numérisation et la robotisation des entreprises qui en ont besoin. Raphaël Glucksmann. Merci. Vous avez cité, Monsieur Retailleau et Monsieur Philippe, le modèle allemand. Mais est-ce que vous savez quelle est la fiscalité en Allemagne sur la transmission des entreprises familiales ? Parce que moi aussi, je suis attaché au fait qu'il y ait des entreprises familiales, qu'il y ait un capitalisme familial qui, lui, ne délocalisera pas la production. Eh bien, le modèle allemand, il taxe beaucoup plus au-dessus de 50 millions d'euros les entreprises qui sont transmises que la France et que même ce que nous proposons, nous, comme réforme du pacte Dutreil. Et donc oui, les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, les ETI ne seront pas concernées. Mais il y a un problème aujourd'hui. Le pacte Dutreil est utilisé pour optimiser fiscalement. Et donc il faut des conditions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser une héritocratie s'installer sans contribution au bien collectif. On est en train, aujourd'hui, de redevenir une société de privilèges. Ça crée une instabilité totale. Dans les sociétés d'Ancien Régime, quand les choses sont figées, quand les inégalités se transmettent de génération en génération et s'ossifient, derrière, ça produit la crise politique. Et donc, ma mesure, puisque vous l'avez attaquée selon votre opinion, elle ne touche pas 99% des héritages, qui ne sont absolument pas impactés. Elle touche les méga-héritages. Et oui, il y a un problème quand on taxe plus le travail que l'héritage. Oui, il y a un problème quand on devient une société qui fait peser la fiscalité davantage sur le travail que sur l'héritage ou sur la rente. Ça crée une société qui est socialement injuste, mais qui en plus est économiquement non dynamique. Et donc, j'assumerai de revenir là-dessus. C'est un choix de société, en effet. Mais pour pouvoir baisser la fiscalité sur les salaires, eh bien, on a besoin de dire où on trouve l'argent. Parce que là, je vous écoute. Et en fait, vous avez dit quelque chose, Monsieur Retailleau, au début. Vous avez dit la gauche qui va créer de la dette. Mais quand on prend les gouvernements successifs du pays, c'est la droite qui, à chaque fois, a cramé la caisse. Ben, c'est vrai. Regardez, la gauche, elle, laisse le pays avec moins de déficit. Et donc, on a là un problème, parce que quand on empile toutes vos promesses de suppression d'impôts, de suppression de taxes, de suppression de tout et son contraire, à la fin, vous allez endetter le pays pour produire quoi? Alors, moi je vous le dis, il y aura une trajectoire fiscale stable. L'incertitude, on oublie. On ne va pas créer un impôt par jour. On ne va pas créer un impôt par an. Merci. Mais par contre, soyons très clairs. Pour conclure. On ne peut pas casser le modèle social. Si on casse le modèle social, on casse la démocratie. Merci Raphaël Glucksmann. Je tiens à préciser que Bruno Retailleau, vous avez un peu de retard. Donc si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire. Non, simplement, ce que je souhaite, c'est que, pour expliciter ce que je veux, moi, bien faire sur le plan fiscal. Aujourd'hui, par rapport aux pays européens, l'écart fiscal, la surfiscalisation de l'entreprise française, globalement, c'est 110 milliards. 110 milliards que les entreprises françaises doivent porter sur leur dos. Ce que moi je propose, c'est que j'ai fait ligne par ligne quelles étaient les vraies aides aux entreprises. J'en trouve pas 210 milliards, j'en trouve 40 milliards. Il y a par exemple le crédit impôt recherche. Est-ce que ici quelqu'un veut toucher
au crédit impôt recherche. Non, je pense qu'on a besoin de compétitivité et donc d'innovation. Donc ce que je fais, je pars de 110 milliards de cet écart, je soustrais les 40 milliards, les vrais 40 milliards d'aides, ça nous donne 70 milliards. Et moi je pense que si je veux stabiliser la dette en 5 ans, je ne peux pas donner, c'est-à-dire je ne peux pas restituer 70 milliards. C'est la raison pour laquelle j'arrive à 40 milliards de baisse de charges et de baisse ou de suppression d'impôts de production. C'est chiffré très exactement et ce sera pour l'ensemble du mandat avec une stabilité fiscale et réglementaire absolument parfaite. Merci. Marine Tondelier, vous avez 2 minutes chacun, Marine Tondelier et Gabriel Attal, puisque vous ne vous êtes pas exprimés sur le sujet, 2 minutes chacun. Pas de problème. Le déficit tous les ans, c'est 150 milliards. Ce gouvernement, ce mandat, a baissé les impôts de 62 milliards par an. C'est-à-dire que les baisses d'impôts que vous avez faites, vous, contribuent à la moitié du déficit tous les ans. Je dis ça, je dis rien. Sur les impôts, sur les entreprises, nous on souhaite qu'ils soient plus justes parce qu'aujourd'hui la fiscalité des entreprises, elle est par exemple très injuste pour les PME. Les PME, elles acquittent en moyenne une charge d'impôt sur les sociétés qui correspond à 21% de leur excédent net d'exploitation. Et bien les grandes entreprises, c'est 14. C'est-à-dire c'est 7 points de moins, c'est un écart de 7 points, ça veut dire que c'est 50% de plus de taux d'imposition implicite pour les PME. Et je pense qu'il y a beaucoup de PME représentées ici aujourd'hui. Donc on veut rétablir une justice là-dedans. Deuxièmement, la fiscalité, elle est injuste pour les entreprises comme celle de Madame sur le ciment écologique, qui sont des entreprises responsables, qui participent à l'économie circulaire et qui participent à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Il faut aussi les avantager dans la fiscalité. Et la fiscalité, elle est injuste. Elle est injuste pour ceux qui travaillent par rapport à ceux qui héritent. Alors j'ai beaucoup entendu parler du pacte Dutreil. Nous, on ne veut pas le supprimer, évidemment, mais oui, on va le changer. On va le changer parce qu'aujourd'hui, il est détourné. Si on prend toutes les exonérations, enfin les avantages fiscaux du pacte Dutreil, les 2/3 de ces sommes, elles vont à 1% des bénéficiaires. C'est-à-dire que si ici vous êtes 4000, eh bien 2/3 des avantages du pacte Dutreil vont juste au premier rang. C'est quand même un sujet. Donc nous, on veut que le pacte Dutreil revienne à son état d'esprit de départ, favoriser la transmission familiale, mais pas servir d'optimisation fiscale. Gabriel Attal, allez-y. Non mais moi d'abord, quand je vous écoute, j'ai l'impression que la France, ça serait un pays où des gens viendraient se réfugier pour payer moins d'impôts qu'ailleurs. Enfin, la France, c'est un paradis fiscal pour personne. Globalement, toutes les catégories de contribuables, qu'ils soient particuliers ou entreprises, payent plus d'impôts en France que dans les pays de l'OCDE et chez nos voisins européens. C'est juste la réalité factuelle. Et désolé, Madame Tondelier, mais moi je suis fier qu'on paye 0 € moi, je suis 0 € d'impôts sur les sociétés. Ils font leurs bénéfices ailleurs, Madame Tondelier, dans d'autres pays où ils le payent. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Je ne vous ai pas interrompu. Deuxième chose. Moi, je le dis, je suis fier qu'on ait baissé le taux d'impôt sur les sociétés de 33 à 25, qu'on ait fait la flat tax, qu'on ait supprimé l'ISF. J'aurais jamais cette politique honteuse, parce qu'elle a permis de rétablir une certaine attractivité. Et je vais vous dire, vous dites vous avez baissé les impôts. Quand on a passé le taux d'impôt sur les sociétés de 33 à 25, vous savez quoi ? On a collecté plus d'impôts sur les sociétés avec un taux à 25 qu'à l'époque où le taux était à 33, parce que oui, c'est de la logique de base. Quand vous baissez la fiscalité, l'activité économique se développe et donc vous avez davantage. Je vais juste au bout du sujet. Aujourd'hui, c'est terrible pour les milieux économiques parce que depuis la dissolution, à cause de l'instabilité politique, tous les ans, c'est l'épée de Damoclès au moment du budget et une entreprise, elle ne se pilote pas au rythme des amendements parlementaires, tous plus délirants les uns que les autres. Et donc il faut en sortir. Moi, c'est aussi pour ça que je suis retourné à l'Assemblée. J'aurais pu faire le choix au moment de la dissolution de ne pas retourner à l'Assemblée comme député pour me protéger et pas aller dans ce chaudron qui quand même abîme. J'y suis allé pour me battre. Et dans le dernier budget, on a empêché la taxe holding qui était prévue. On a empêché un certain nombre de taxes supplémentaires qui avaient été poussées par le gouvernement ou des parlementaires. On vous a empêché, Madame Le Pen, de faire votre fameux IFF, impôt sur la fortune financière, qui taxerait tous les patrons ici, y compris de PME, qui sont propriétaires de parts de leur entreprise. Parce qu'on s'est battu. Ce que je ferai en 2027, si les Français me font confiance, c'est d'abord une loi de programmation fiscale et économique. Sur 10 ans, on est très clair sur l'évolution de la fiscalité. On ne touche pas au crédit impôt recherche, on ne touche pas au Dutreil, on baisse la CVAE, effectivement, parce que c'est un impôt absolument absurde qui nous fait différer très fortement de nos voisins allemands et qui fait payer des impôts alors même que vous n'avez pas encore fait 1 € de chiffre d'affaires.
bancaire, et donc on garantit une visibilité et une stabilité aux acteurs économiques. C'est donc l'heure des conclusions de chacun des candidats lors de ce débat du MEDEF. Vous avez chacun une minute. Une minute. Une minute. Vous avez une minute. Vous êtes à l'Élysée, mai 2027. Quelle est la première réforme que vous prenez pour répondre au tourment économique du pays? Raphaël Glucksmann, vous commencez. Pas une mesure, parce qu'une mesure seule ne suffira pas à redresser le pays. Moi, je veux, avec vous, mettre en place ce contrat patriotique sur la révolution écologique, sur la transformation de notre société en société de travailleurs et non pas de rentiers et d'héritiers, et sur la révolution technologique. Je lancerai ce contrat. Mais au-delà de ça, j'irai au rapport de force avec les collègues européens pour vous protéger, pour faire en sorte qu'on arrête de vous sacrifier. Nous avons besoin aujourd'hui de ramener de l'industrie et de l'industrie. Nous avons besoin de protéger nos productions dans les filières stratégiques. C'est fini l'illusion du village global où l'Europe est le dindon de la farce. La France peut être la locomotive de cette puissance européenne autonome qui sait défendre ses intérêts. Mais pour ça, il faut qu'elle arrête d'avoir peur de défendre ses intérêts, ses producteurs, ses principes, qu'elle arrête de regarder ses pieds. Nous sommes un immense pays avec un destin gigantesque. Il n'est pas fini. Ne cédez pas au déclinisme. Moi, j'y crois encore et je suis convaincu que la France pourra s'en sortir et à nouveau rayonner. Marine Tondelier. Merci. C'est très 5e République comme question. C'est on est à l'Élysée, on décide tout seul, il n'y a pas de gouvernement, pas de parlement, pas de corps intermédiaire. Donc déjà, nous, on discutera avec vous. Première chose. Vous êtes en train de... Et on augmentera le SMIC, comme je vous l'ai dit, à 2 000 € brut, mais en échange, on fera un grand plan d'aide pour les TPE et les PME, parce que je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste pour ces entreprises qui sont les plus nombreuses en France et souvent les moins bien loties. Alors ça veut dire, par exemple, compenser le coût à l'électrification des poids lourds. Ça veut dire une baisse, je l'ai dit tout à l'heure, du taux réduit sur l'impôt sur les sociétés. Ça veut dire vous donner les moyens de renforcer la lutte contre les risques psychosociaux pour les secteurs les plus exposés. Ça veut dire créer un prêt long terme à taux zéro pour financer vos investissements dans la diminution des émissions de gaz à effet de serre sans alourdir vos charges d'intérêt. Ça veut dire un guichet unique pour accompagner les PME et les ETI à la transition. Ça veut dire aussi recentrer le crédit impôt recherche vers les PME et les ETI. Ce sera la présidence, vous l'avez compris, des petites et moyennes entreprises. Et voilà, ça fait 1 minute. Gabriel Attal, à vous. Moi, je vais vous dire ce que je retiens de ce débat. D'abord, je le dis, peut-être que certains seront déçus, mais l'écran de fumée Bardella est définitivement tombé. On en revient au grand classique de Madame Le Pen, c'est sujet, verbe, immigration, et pour le reste, tout ce qui est économique, l'intendance suivra. On ne sait pas comment c'est financé, sa réforme des retraites à 26 milliards d'euros pour ramener à 60 ans, on ne sait pas comment c'est financé, ça tombera toujours sur les entreprises. La deuxième chose que je retiens, et c'est ce que je trouve grave, parce que je l'entends aussi dans le débat public, c'est que finalement, beaucoup ont renoncé à un objectif de croissance. On doit toujours avoir en tête que notre objectif, et notamment pour ça on doit parier sur l'innovation, c'est de faire grandir le gâteau. Parce que quand le gâteau ne grandit pas, vous avez des gens qui vous expliquent qu'il faut aller prendre la part du voisin. Pour certains, ils vous disent que c'est l'étranger, pour l'autre, ils vous disent que c'est le riche ou celui qui a réussi. Assumons d'avoir une vraie stratégie de croissance, comme on en a pour certains fait des propositions ce soir. Assumons de dire que c'est possible, qu'on a vécu des moments extraordinairement difficiles dans notre histoire. En France, on a été envahi, on a été en guerre, on a toujours réussi à se reconstruire et à aller de l'avant. Moi, je crois que c'est possible, que nos plus belles pages sont encore devant nous. Rien ne résistera aux entrepreneurs français. Jean-Luc Mélenchon, à vous la conclusion également. Oui, moi je vais vous parler de l'organisation de la suite de notre débat parce que ce sautillement sur tous les thèmes et une mesure pour relancer l'économie, demandez ça à l'enchanteur Merlin, mais pas à moi. C'est une politique globale qui relancera tout ce que nous avons à faire. J'en ai tracé les grands thèmes. La planification écologique. J'ai dit comment on financerait par un nouveau pôle public. J'ai dit que l'impôt sur les sociétés deviendrait progressif et qu'on taxerait davantage ce qui part dans la finance que ce qui va dans l'outil de production. Maintenant, j'ai 2 choses à vous demander. Premièrement, dans la suite de cette campagne qui va durer 8 mois, n'écoutez pas, si vous me le permettez de vous le demander, les caricatures. Écoutez ce que nous disons vraiment et ce que nous proposons vraiment. Parce que sinon,
on ne peut pas avoir un dialogue sérieux et mutuellement respectueux. Enfin, dans le moment où nous sommes, il me reste 11 secondes, dans le moment où nous sommes, je veux vous redire que si nous nous donnons des objectifs, nous avons le moyen de développer notre pays. Il y a l'IA française, elle est possible. Pourquoi vous avez laissé un Néerlandais s'y installer? Nous avons l'ordinateur quantique possible. Nous avons l'avion spatial. C'est donner des objectifs précis qui nous tirera d'affaire, et vous ne pourrez pas le faire sans une classe ouvrière correctement rémunérée et vivant dans la dignité dans son logement et dans son travail. Merci. Marine Le Pen. Oui, je ne répondrai pas non plus à votre question parce qu'il est impossible d'y répondre. Il n'y a pas une mesure, évidemment, il y en a énormément. Et je l'ai expliqué, il y a en même temps un plan de relance massif de l'économie et en même temps un plan d'économie massif sur la dépense publique. Ça, c'est absolument essentiel. Tout ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons fait un travail extrêmement sérieux. Ça fait 2 ans qu'on le fait. On va le refaire là, on a fait un contre-budget. Nous avons été les seuls la France Insoumise également a fait un contre-budget. Ça permet de savoir exactement ce qu'il en est. J'ai pas vu les autres formations politiques faire de contre-budget au moment du budget. C'est dommage, parce que ça permet vraiment de mesurer ce qu'il en est des choix politiques. Parce que le budget, ce sont des choix politique. Il y a encore une fois, dans quelques jours, nous présenterons notre trajectoire de redressement des finances publiques. C'est quand même pas rien quand on est candidat à la présidentielle. On ne peut pas ne pas le présenter, non seulement aux entrepreneurs que vous êtes, mais à l'ensemble du pays. Donc encore une fois, jugez sur ce que vous lisez, sur les engagements que nous prenons, et pas sur ce que vous pouvez entendre de ci, de là, qui est souvent effectivement assez éloigné de la réalité. Merci Marine Le Pen. Édouard Philippe. La première chose que le président de la République élu en mai prochain devra faire, c'est probablement s'attaquer à la révision du budget qui va être adopté. Vous allez me dire, c'est curieux de dire qu'on va devoir réviser un budget alors qu'on ne sait pas encore comment il va être adopté, mais je prends le pari qu'il va pas être bon. Il ne va pas être bon parce qu'il va être discuté et adopté dans les mêmes conditions que les 2 derniers, c'est-à-dire des conditions abominables d'instabilité, d'absence de majorité, d'incohérence, pas due au gouvernement. Simplement, il n'y a pas de majorité, donc il ne sera pas cohérent. Et donc, la première chose à faire, ce sera de prendre la situation budgétaire telle qu'on la trouvera et de remettre de l'ordre et de la cohérence dans le dispositif budgétaire immédiatement et pour le long terme. Et pour faire ça, il faudra mettre en œuvre les mesures sur lesquelles je me suis engagé, celles que j'ai évoquées avec vous. Ça, c'est fait. 19 secondes. Les 18 dernières secondes, c'est Monsieur Martin, Monsieur le Président, vous avez eu l'intelligence dans le discours que vous avez prononcé de dire que même si la situation est difficile, il fallait être optimiste. Je me parcours, évidemment, comme tout le monde ici, les départements, à chaque fois que j'ai visité une entreprise. À chaque fois, je vois des pépites exceptionnelles partout sur le territoire. Nous devons avoir confiance. Ces pépites, elles ne demandent qu'à briller. Elles veulent briller encore plus. Nous devons tout faire pour faire en sorte que ce soit possible. Bruno Retailleau. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ne sont pas quelques réformes, quelques rustines dont la France a besoin, c'est un changement de système. Une fois à l'Élysée, je prendrai 3 décisions. La première, je mettrai fin au système qui surtaxe le travail et qui encourage malheureusement l'assistanat. J'ai dit comment je le ferai avec le seuil 0 cotisation. La deuxième, un double choc fiscal et réglementaire. Et la troisième décision, ce sera une décision qui est importante, je vous rendrai la liberté de choisir. Vous sortirez, si vous le souhaitez, des 35 heures. La durée du travail, vous choisirez la durée du travail dans votre entreprise, dans vos branches, avec les salariés. Vous choisirez les règles du Code du travail, dont le dialogue social, comme l'avait proposé d'ailleurs il y a quelques années Robert Badinter, 50 fondamentaux du travail, et pour le reste, c'est vous, dans le cadre d'un dialogue social, qui choisirez les règles qui s'appliquera concrètement sur le terrain à votre entreprise. Et c'est de cette façon-là qu'on pourra révolutionner notre pays. Merci. Et que définitivement on sortira du social-étatisme dans lequel nous sommes enfermés depuis plusieurs décennies. C'était donc le premier débat de cette élection présidentielle avec le MEDEF sur LCI. Merci à ceux qui nous ont regardés, merci aux entrepreneurs, merci à tous. Alors, je vous donne rendez-vous pour les rendez-vous d'information de TF1, notamment le 20h de TF1, Darius Rochebin sur LCI. Et voilà, belle soirée à tous. Patrick Martin. Merci beaucoup, merci à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous. Voilà donc le premier grand événement de la présidentielle sur LCI. Tous les candidats face
patrons. Nous allons réagir, nous allons voir les moments forts, nous allons voir qui à l'applaudimètre a été le plus remarqué parmi les candidates et les candidats. Premier tour de table, quand on le voit en tête, bon, remettre quelques images de cet événement, c'est la première fois que tous étaient là sur la photo de famille. Et en soi, c'était un événement majeur où on a pu, disons, se mesurer. Ils ont pu se mesurer, d'abord avec une certaine prudence parfois, et puis après ils ont lâché les coups. Les patrons, hein, c'était le premier public. Qui a été le plus applaudi ? Alors, je crois que c'est Gabriel Attal qui a été probablement le plus applaudi, le plus précis aussi. Chacun était dans son couloir. Bon, je dois vous dire en 2 mots, je vous donne mon sentiment. D'abord, j'ai bu du petit lait pendant près de 3 heures parce qu'on a parlé d'économie et j'ai trouvé que c'était passionnant. Ça montre que chacun a une vision de la société, des recettes. Il y a une boîte à outils, si vous voulez. Et je crois qu'on en sort quand même plus éclairé. C'était un débat de politique économique tout à fait passionnant, inédit à la télé, à mon avis. La dette, hein, l'argent, ce qui domine quand même sans arrêt, c'est on a des idées, mais on n'a pas beaucoup d'argent. Non, ce qui est intéressant, pour aller dans le sens de Pascal, c'est que ça, c'est un débat de fin de campagne. C'est un débat de, je sais pas quoi, 1 mois avant le premier tour, vous voyez. Et là, on est 8 mois avant le premier tour. C'est quand même un bel exploit d'avoir réussi à constituer le plateau et avoir obtenu autant de propositions et avoir des réponses aux questions que se posent les Français, bien sûr, pas seulement les patrons qui étaient présents, mais aussi tous les Français. Parce que la dette, ça nous concerne tous, les impôts, ça nous concerne tous, les salaires, ça nous concerne tous. Et c'était très intéressant. Après, est-ce que ce sera exactement le panel d'1 mois avant le premier tour ? C'est pas sûr. On va y avoir, peut-être qu'il y en aura d'autres. Hein. Déjà Xavier Bertrand aujourd'hui. Oui, alors qui a dit que c'est pas tout à fait vrai, mais il y a François Hollande qui a donné son programme, il y a Bruno Le Maire qui donne des propositions. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que c'était quand même un débat et de qualité et très intéressant, mais il n'est pas totalement sûr que ce soit les mêmes à l'arrivée au passage. Exact. Julien Arnaud, là, les patrons, regardez, pour l'instant, on est toujours en direct, évidemment, c'est Patrick Martin, le patron des patrons, qui est là. Il est le maître de cérémonie, il est l'hôte. Ils étaient le premier public. Et comme le souligne Pascal Perry, c'est frappant de voir comme la réalité économique s'impose comme le premier panorama. Oui, et c'est ça qui était très intéressant, cette réalité, ce mur presque économique qu'on va se prendre et qu'on est déjà en train de se prendre, j'allais dire. Et là, on a eu des propositions concrètes sur le terrain. Alors, est-ce que sur la scène, est-ce que ça a séduit ou pas les patrons qui étaient dans cette enceinte de Roland-Garros? On le saura assez rapidement. Si je dois juste distribuer, pour poursuivre ce que disait Pascal, les bons et les mauvais points, en quelque sorte, ou les cartons verts et cartons rouges, effectivement, l'applaudimètre Gabriel Attal. J'ai trouvé décevant d'une certaine manière un Jean-Luc Mélenchon qui très vite, je trouve, s'est éteint et était un peu perdu dans le fil de la discussion. Mais qui a tenu sa ligne. Il a défendu que le social, la valeur sociale fait partie de l'avenir. Il y a beaucoup eu pendant longtemps un tout sauf Marine Le Pen. En tout cas, beaucoup sont allés chercher et ont ciblé la candidate du Rassemblement national. Bon, elle est en tête des sondages, ceci explique peut-être cela. Gabriel Attal, effectivement. Et puis, par contre, disparition quasi totale presque de Bruno Retailleau. Alors ça, c'était ma surprise, le candidat LR. Pourtant, c'était lui, normalement, qui aurait dû avoir, j'allais dire, devant cette assistance à l'applaudimètre, remporter toutes ses voix. Surtout que dans les coulisses, c'est un patron qui est chargé de son programme économique. C'est Pierre Danon, celui qui avait fait aussi le programme de François Fillon. Là, je trouve que ça transparaissait pas beaucoup. Laurent Jaffré, merci beaucoup. Jérôme Jaffré, pardon, je sais pas, je donne tous les prénoms du monde toujours. Jérôme Jaffré, merci beaucoup d'être là. Arrêtons-nous sur la favorite des sondages. Toujours intéressant de voir les rapports de force. Marine Le Pen, le sondage IFOP fiducial dont on reparlera, la met en tête dans tous les cas de figure pour l'instant. Comment elle s'est débrouillée, comment elle a été traitée? Écoutez, d'abord, une impression générale, si vous m'y autorisez. D'abord, c'est passionnant, ce genre de débat. C'est un succès pour la démocratie. C'est un succès d'avoir tenu l'antenne si longtemps et de façon aussi intéressante. Moi, je rêverais à un débat sur la politique étrangère et la géopolitique, un débat sur les institutions et le lien avec les Français, un débat sur les problèmes environnementaux et l'adaptation au programme réchauffement LCI des prochaines semaines. Merci. Il y a toute une série de débats qui sont à faire et qui permettent d'y voir beaucoup plus clair sur ce que les différents candidats, alors ils ont tous leur personnalité, leur talent. Je suis assez d'accord avec Julien Arnaud sur le fait que Jean-Luc Mélenchon a eu du mal à trouver sa place et qu'il n'a été bon que quand il faisait la leçon et quand il disait au patron tout le mal qu'il pensait d'eux. Là, nous retrouvions notre Mélenchon et du coup, il avait une aisance. Il s'est cependant appuyé parfois sur Patrick Martin, notamment sur certains chiffres que donnent les patrons. Parfois, il y a des convergences. Voilà, parfois.
pas toujours, je dirais. En ce qui concerne Marine Le Pen, je ne l'ai pas trouvée au sommet, pour tout dire. Et renvoyant donc à son programme économique bientôt, à ses calculs, à ses 125 milliards d'économies, elle a été très attaquée, et effectivement, Julien Arnaud l'a souligné, c'est le fait qu'elle est évidemment en tête, vous l'indiquez, et donc c'est chez elle qu'on peut gratter. Édouard Philippe a pris le registre qui est le sien, et il ne peut pas en avoir beaucoup d'autres, à la vérité, celui de l'homme d'État, de l'homme d'expérience, celui qui parle de la France. Entrons dans le contenu. Allez, vous allez commenter des extraits bien concrets comme ça, ce sera d'autant plus intéressant. Kadia Doumdouas, la dette d'abord. La dette, ça s'est imposé, ça a été les premières passes d'armes. Exactement, Darius, avec Jean-Luc Mélenchon, dont vous l'évoquiez, et Édouard Philippe, justement, qui ont confronté vivement leur opposition face aux entrepreneurs. La question centrale, c'était, peut-on annuler une partie de la dette française? Alors Jean-Luc Mélenchon, lui, appelle à un gel de cette dette. Édouard Philippe, lui, parle plutôt d'un risque majeur pour la crédibilité de la France. Écoutez. La question de la suppression de la dette est posée depuis 10 ans. Il y a un débat parmi les économistes. Je parle de la dette de la France auprès de la Banque Centrale Européenne. Les Américains font ça. Ils viennent de se racheter leur propre dette. Et nous, on serait les seuls de l'univers à renoncer à cette possibilité. Alors pourquoi a-t-on fait une monnaie unique? Pourquoi avons-nous une Banque Centrale Européenne commune? Nous le pouvons. Je dois dire que ce que je viens d'entendre de la part de M. Mélenchon pourrait m'amuser si ce n'était pas aussi dangereux. Je pense que ce que vous venez de dire, M. Mélenchon, c'est extrêmement dangereux. Vous expliquez qu'on va brûler la dette et vous allez faire en sorte que la France finisse interdit bancaire. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Alors concrètement, il faut juste rappeler un petit peu les faits. Il s'agit de la part détenue par la Banque Centrale Européenne. C'est environ 18% donc, de la dette totale de la France. C'est environ 636 milliards d'euros, Darius. En toile de fond, évidemment, on rappelle que la dette publique dépasse 3 500 milliards d'euros. Déficit annuel également, 150 milliards. Et un débat, évidemment, d'économistes qui dure maintenant depuis la crise du Covid. La force de Mélenchon, il est chez les patrons, il n'est pas en terrain ami, mais c'est lui qui impose en quelque sorte un premier thème. Alors il est contre-attaqué très durement par Philippe, mais c'est quand même lui qui impose un thème le plus spectaculaire, geler la dette, même provisoirement. C'est quand même très intéressant. D'abord, il a vraiment nuancé parce qu'il a expliqué qu'en fait, il ne serait pas le seul, comme la France, qui demanderait effacer sa dette. C'est une rectification très importante. Il dit, il proposera aux autres pays et il aura des soutiens chez les pays latins, etc. Ça n'a rien à voir, puisque, en effet, la dette, elle a été annulée lorsque tous les pays européens se sont mis d'accord là-dessus. Et ça a peu de chance. Quand il parle de l'Allemagne, pas très allemand. Évidemment. Donc, c'est quand même une nuance et un recul très important. Deuxièmement, ce qui m'a intéressé là-dessus, c'est la position de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle démarre en disant... Nous la rembourserons. Ouais. La règle d'or, nous l'établirons. Thierry Breton va nous rejoindre dans un instant. Oui. Pour lui, c'était du miel à ses oreilles. Non, mais c'est quand même très intéressant parce que en réalité, il parle un peu à certains électeurs qui peuvent se ressembler. Et quand lui dit nous effacerons la dette, c'est de la surenchère aussi vis-à-vis des électeurs de Marine Le Pen sur le thème moi je peux faire mieux. Elle est plutôt dans le camp maintenant des raisonnables sur cette question. Ça veut dire qu'elle sent qu'elle peut arriver au pouvoir, évidemment, on sait par les sondages. Mais ça, je trouve ça assez intéressant. Après, sur le reste, j'ai trouvé que ces propositions économiques et tout n'étaient pas son fort. Et ça se voyait ce soir. Sur la dette, c'est pas parce qu'on fait disparaître une écriture comptable qu'on fait disparaître le débit. Ce serait le rêve. Il reste. Parce que je rappelle qu'il y a la Banque Centrale Européenne, il y a la Banque de France aussi qui détient des coupons. Elle passe tout ça dans son bilan. Donc, au fond, le vrai sujet, c'est celui du défaut. Parce que c'est ça l'idée. Je fais défaut dans mon remboursement. Vous imaginez évidemment le message qui est adressé à la communauté des prêteurs. Ça produirait immédiatement, ça aura un effet immédiat, c'est que ça produirait une augmentation de la prime de risque. Et de surcroît, j'attire votre attention sur un autre point. Cette année, l'Allemagne va lever 510 milliards, 512 pour être tout à fait précis, 512 milliards de dettes additionnelles pour financer son industrie de défense, pour financer ses ressources énergétiques et pour financer la réfection de son modèle de transport. Nous sommes en concurrence avec les Allemands. Les Allemands sont à 3,20 en termes de taux d'intérêt. On est à 4,10 à peu de choses près. À votre avis, dans quelle direction se tourneront demain les prêteurs si d'aventure un des pays fait défaut? Parce qu'il est hors de question que tous fassent défaut. L'Allemagne, évidemment, tous les pays d'Europe du Nord, même l'Italie de Mme Meloni, qui au contraire a bénéficié d'un coup de pouce de la BCE de 100 milliards d'euros pour redresser ses comptes. Donc là, c'est nous engager et engager le pays dans une aventure qui est quand même une aventure extrêmement périlleuse. Et j'ai l'impression quand même que le débat a permis de lever une partie des hypothèques sur cette proposition. Donc oui,
Il décide effectivement des sujets qui sont traités, mais en prenant un risque énorme qui est au fond une espèce de front aujourd'hui qui viennent démentir cette hypothèse qui est une hypothèse purement livresque. Écoutez Marine Le Pen qui, comme le soulignait Routel Krief, se pose, elle, en rigoriste. Elle dit, moi, je vais rembourser rubis sur l'ongle. Alors, est-ce faisable? Ça, vous le direz, mais en tout cas, écoutez sa prise de parole, de position, sa promesse. Oui, je suis très inquiète par la situation de la dette. Donc clairement, nous la rembourserons. Deuxièmement, nous sommes pour l'inscription dans la Constitution d'une règle d'or. Vous voyez qu'on peut avoir un certain nombre de points communs. Nous présenterons, juste avant le débat budgétaire, nous présenterons notre trajectoire de rétablissement des finances publiques avec 125 milliards d'euros d'économies. Pourquoi? Pas parce que ça me fait plaisir, parce qu'il est absolument nécessaire de le faire. La règle d'or, hein. Tout à l'heure, donc Thierry Breton va nous rejoindre. C'est la grande idée de Thierry Breton, une idée qui se veut rigoriste, donc fourmi et pas cigale. Et on voit que petit à petit, les engagements de Marine Le Pen, par exemple. Oui, c'est une position de Marine Le Pen, pour le coup surprenante, parce que c'est Édouard Philippe, jusqu'à présent, qui se voulait le champion de l'idée de la règle d'or budgétaire. Il envisageait même, il ne l'a pas confirmé ce soir dans le débat, un référendum qui pouvait avoir lieu en même temps que les élections législatives, évidemment pour pousser ces candidats aux élections législatives après une élection, en installant la règle d'or et en la proposant. C'est une information très importante, car si Édouard Philippe est élu, hypothèse, comment Marine Le Pen pourrait appeler à voter non à un référendum que ferait Édouard Philippe dans le mois suivant, proposant la règle d'or budgétaire après ce que vient de dire ce soir Marine Le Pen? On voit donc le problème du RN. Et je pense que Marine Le Pen n'a pas été vraiment à l'aise tout au long du débat. Il y a eu des moments bien sûr meilleurs, mais tout au long du débat, parce que elle oscille en permanence entre la représentation de ses électeurs pour conquérir le pouvoir et qui l'oblige à ne pas trop s'éloigner des fondamentaux du RN et les contraintes qu'elle rencontrerait si elle devait exercer le pouvoir. Et par rapport au public qu'elle a, et ça vaut pour Mélenchon, il y avait deux différences absolument majeures avec le public, c'était très intéressant. Son discours anti-immigrationniste ne rencontre pas du tout l'adhésion des patrons. Ils aiment la main-d'œuvre bon marché aussi, ce qui contribue à... Votre culture marxiste, nous ramène... Vous m'avez repéré, Jérôme. Je suis démasqué. Effectivement, vous êtes le seul Suisse d'origine que je connaisse pour être marxiste. Vous avez raison. Je vous félicite. C'est assez rare, mais on a cette situation qui est qu'effectivement, c'est de la main-d'œuvre plus bon marché, et ça fait la concurrence au salaire. C'est la règle d'or du capitalisme. Mais il y a un problème de démographie. Patrick Martin a été le premier à dire en 2040, il nous manquera 3 millions d'actifs. Très bien, mais il me semble que nous sommes en 2026. Oui, mais ça commence aujourd'hui. Oui, bien sûr. Vous voyez qu'il est marxiste aussi. L'autre Geoffrey est aussi marxiste. Vous savez ce que c'est qu'un marxiste? C'est quelqu'un qui l'a lu. Et un anti-marxiste, c'est quelqu'un qui l'a compris. Voilà. Je ne sais pas de quelle catégorie vous êtes. L'autre élément, et j'en termine, si vous voulez, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a dit en cas de désaccord avec les institutions européennes, nous désobéirons à l'Europe. En d'autres termes, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, problème de la dette et compagnie, la confrontation avec l'Union européenne est le premier point du mélenchonisme. Et pour Marine Le Pen, l'Europe n'existe plus dans son discours. On est revenu dans une conception extrêmement nationaliste de la politique. J'aimerais avoir votre avis sur la rupture. Dans une élection présidentielle, il y a ceux qui sont pour la rupture, rappelle Mitterrand avec son discours fameux, et il y a ceux qui ne le sont pas. Qui, d'après vous, là, dans ce débat, est apparu comme une force de rupture? D'un mot, c'est le problème des macronistes que vous posez clairement, et qui a été renvoyé en permanence à Attal et surtout à Philippe, qui a plus inquiété les autres participants, et qui donc s'est fait taper joyeusement. Le pauvre Philippe, il a quitté le pouvoir il y a plus de 6 ans.
Oui, Vous mais, rendez compte mais c'est Il lui est qui est dans les comptable. sondages en situation. Oui, Donc, il est quand même comptable et en permanence, les bons moments d'une Madame Le Pen, c'était de dire, mais au fait, vous avez gouverné ces 10 dernières années et votre bilan c'est ça, et vous nous racontez que vous allez tout faire. Là, elle marquait des points. Oui, plus en rupture, effectivement, sur certains moments, Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, finalement, oui, par ses propositions, en rupture avec ce qui est proposé. Et le problème du bloc central, mais pas, et il transparaît dans ce débat, mais il est permanent depuis maintenant quelques mois, et à mon avis, ça va se poursuivre, c'est que ce soit Édouard Philippe, Gabriel Attal ou Bruno Retailleau, même, ils ont fait partie d'un gouvernement lié à Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui... Ah oui, faisons le compte, attendez, oui. sur le podium, qui a été soit ministre, soit Premier ministre? Il y avait M. Retailleau, Gabriel Attal et Édouard Philippe. Oui, Édouard Philippe. c'est pas mal. C'est pas mal. Donc forcément, pour son C'est un gouvernement sortant. Ouais, et pour aller contrecarrer et dire moi j'ai des nouvelles propositions, C'est la grande souffrance de Retailleau. Exactement, c'est particulièrement compliqué. Juste un petit point pour ajouter à ce que disait Jérôme sur le tiraillement en gros de Marine Le Pen aujourd'hui, qu'on a senti pas trop à l'aise sur certains sujets. Je vais émettre une hypothèse. Je pense que tout n'est pas ficelé et qu'elle n'a pas réponse sur tout dans son programme, qui n'est pas jusqu'au bout. Rien qu'une petite anecdote, Marine Le Pen, un 27 août, je pense que c'est une première, faisant des grandes déclarations, un grand débat. Normalement, elle rentre à Hénin-Beaumont, la grande braderie, après des vacances très longues l'été. C'est plutôt selfie, embrassade. Là, elle n'était pas forcément en terrain conquis. Donc ça change totalement la donne aussi pour elle. Un changement, c'est-à-dire qu'on sait très bien que tout s'est passé début juillet, qu'elle est candidate depuis début juillet, que jusque-là, c'était la ligne, plus ou moins la ligne Bardella. Aujourd'hui, on a appris que le départ du principal conseiller de Jordan Bardella, qui était plutôt libéral, François Durvy, et donc le programme est en mutation. Qui tient la ligne et quelle ligne exactement? Et la contradiction qu'a exposée Jérôme,